balado. Et là, on est maintenant en direct. Bonjour tout le monde, Alain Mécana ici, au bout de mon micro et de ma caméra avec Benoît Charette pour Salut! une première, une grande première en fait, en direct dans ce cas-ci sur Facebook et éventuellement sur YouTube et partout ailleurs dans l'univers connu. L'automobile en balado. Voilà, la nuée de l'automobile en balado. Vous savez, il faut commencer petit, fait qu'on commence en arrière d'un auto. Écoute, pas si petit parce que c'est pas la plus petite des autos, on s'entend. On Non. est à bord de rien de moins qu'un Kia Telluride. Absolument. Qui, et comme vous pouvez le voir, est quand même assez spacieux, merci. Nouveau modèle, fort intéressant d'ailleurs. Ça promet d'être... Ouais, je sais, c'est sûr que, écoute, ça va être un gros vendeur. On l'essaye. Là, on n'en parlera pas cette semaine. En fait, le modèle dont on voulait parler cette semaine, il est un peu trop petit. On rentrait pas dans celui-là. Non, regarde, je vais même zoomer up pour vous montrer de quoi ça a l'air en dedans. C'est quand même assez grand. Ouais. Et ça se compare pas parce qu'on va essayer à la fin de la balado, qui est la Toyota Supra, qui, vu dans dedans, devrait être la BMW Supra, vraiment. Oui, en fait, c'est une collaboration entre BMW et Toyota. Où on a un moteur BMW, un châssis qui est utilisé par les deux modèles, puis un intérieur, effectivement, qui a plus de BMW que de Toyota. Bon, je me pose la question, puis on en reviendra à ça plus tard, mais pourquoi Toyota, qui a probablement assez de sous pour faire le projet seul, a choisi d'aller chez BMW? C'est une excellente question. Point de probablement que moi, ma théorie, c'est que le temps de développement était tellement long qu'à l'époque, ça avait tout plein de bon sens, mais rendu aujourd'hui, on se dit, pour le prix, tu as une Model 3 de Tesla qui est électrique, puis qui fait probablement mieux en termes de comportement routier et même de performance. Exact. Puis qui est vraiment extrêmement moderne. Puis ça a bougé à vitesse grand V dans les dernières années. Donc, on va en revenir tantôt. Moi, je reviens, mais quand on dit je reviens, là, je reviens hier soir. Là, je reviens vraiment de Tokyo. T'es encore un peu décalé, là. J'ai la vision qui est encore un petit peu dans la fumée, mais on était faire un tour au salon de l'auto de Tokyo et on était là-bas avec Mazda. On a fait un petit détour du côté d'Hiroshima pour aller voir 2-3 petites affaires intéressantes de programmes qu'on a mis sur pied au Japon, puis de quelques modèles qu'on était essayés. Mais un beau salon quand même. Beau salon, mais ça a changé. Tokyo, là, il faut dire, bon, la première fois que je suis allé à Tokyo, c'est en 1995, à l'époque où on avait, mais vraiment tous les constructeurs. Tokyo était, à cette époque-là, un des 5 grands salons du monde. Les 4 autres étant Détroit, Genève, Francfort et Paris. C'était là, le quintet, si on veut, là, des grands salons. Tokyo, tout comme Paris et Francfort, est aux 2 ans. Donc, les années impaires. 2019, avec Francfort, puis les années paires, c'est Paris. Sauf que depuis quelques années, il y a un pays pas loin qui s'appelle la Chine qui a commencé à acheter des autos et des autos et des autos au point de devenir le plus grand marché de l'auto au monde. Et là, les grands salons en Asie sont à Shanghai et à Pékin. On s'alterne les salons d'une année à l'autre. Et je dirais que Tokyo est rendu un salon pour les Japonais. Pas de constructeurs américains. Bon, pas de constructeurs coréens, parce que ces deux-là se détestent, pas invités au même souper, là, pour toutes sortes de raisons historiques, donc il serait trop long de parler ici. Il n'y avait aucun Allemand, sauf Mercedes. Donc, il reste qui? Des Japonais. Et Renault, parce que Renault fait partie de l'alliance Renault-Mitsubishi-Nissan. Ils ont besoin de faire un capital de sympathie aux Japon. Et Renault, pour la première fois, parce qu'on a pris la peine de le dire d'entrée de jeu, était au Salon de Tokyo pour la première fois cette année. Ah bon? Donc, écoute, il y avait des présentations de presse de 9h à peu près 8h45 le matin à 2h l'après-midi, 2h30. Une petite journée. Point final. Il y a eu 2 jours, puis il y a déjà eu plus que ça. Il y a eu 3 jours, il y avait beaucoup de prototypes. Chose que ce qu'on y présente est encore intéressant. Beaucoup de modèles électriques, en fait, beaucoup plus qu'on en voit dans les rues. Oui, ben, c'est un signe des temps. En fait, on est en plein virage, littéralement. On est en plein virage et il y avait des modèles intéressants. Bon, il y a des modèles, puis on le remarque depuis plusieurs salons, depuis peut-être 2-3 ans, les modèles concepts qu'on présente sont beaucoup plus près de la réalité qu'il y a quelques années où on nous présentait des choses complètement éclatées. Il en reste encore, mais il en reste beaucoup moins. On s'amuse différemment, parce que c'est ça, à une époque, les études de style, c'était plus créer une espèce d'aura autour d'une marque. On s'amuse, les designers s'éclatent. Voilà, exactement. C'est plus sérieux, en fait. C'est plus sérieux et c'est plus proche de la réalité. Quelque chose qui était très sérieux, d'ailleurs, puis on a une série de nouveautés. On va commencer par celle-ci. Oui. La Honda Fit, très populaire ici.
Une nouvelle génération qui s'en vient en partie électrifiée, justement. Voilà, exactement. C'est la 4e génération de la Fit qui va arriver en février 2020 du côté du Japon et de l'Europe. Et on va avoir, là, on l'a annoncé pour le Japon, je ne sais pas jusqu'où on va aller avec ce modèle-là, mais il y a un modèle qui va être électrifié. En fait, on va avoir, pour être plus précis, on va avoir 2 moteurs. Moteur qu'on a appelé le EHEV, 2 moteurs électriques. Je prends des notes parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Ça va se présenter avec ce qu'on connaît d'éléments techniques, c'est-à-dire à l'intérieur Apple CarPlay. On va mettre un écran tactile LCD. On veut faire les choses bien. On garde le siège magique, donc les gens ça apprécient beaucoup. La seule chose qu'on n'a pas dit, c'est si ou non il va être commercialisé du côté canadien. Parce que là, on sait qu'on a mis beaucoup l'accent sur le HRV, qui se vend, ma foi, assez bien du côté d'Honda et qui est, on le sait, un Fit, mais aménagé en petit utilitaire. Les gens que j'ai rencontrés de là-bas du côté d'Honda me laissaient plus présager que c'était plus un non qu'un oui. Là. Ah bon? Alors, donc, je ne mettrais pas, comme dans des Anglais, I wouldn't put my hopes up. Mais c'est pas encore confirmé, on attendra. Mais il y avait là-bas plusieurs modèles, c'est-à-dire qu'on avait 5 différentes versions. Version sport, version, il y en a un, le NES Fit. On l'a trouvé bien drôle, qui est le modèle sport, vous aurez compris, puis un modèle un peu plus de luxe avec du cuir, tout ça, puis le modèle de base, évidemment, qui définit très bien ce qu'il est. Il faut dire qu'au Japon, c'est plus le format de véhicule prisé par rapport à ici, où on les VUS, on la cote. Puis on le sait, les petites voitures sont de moins en moins populaires, effectivement. Tiens, parlant de ce virage-là, justement, moi, quand j'ai vu juste passer le titre du communiqué de Mazda, j'ai vu MX-30. Est-ce que c'est vraiment une version électrique d'un Roadster qui était le MX-5, bien sûr? Oui. Et là, quand j'ai vu la photo, je dis, bon, évidemment, il y a une logique commerciale derrière ça, mais c'est un peu dommage de ne pas avoir saisi l'occasion de capitaliser sur la popularité du Miata Roadster MX-5. Exact. Une première voiture électrique. Mais bon, c'est très logique d'avoir le MX-30 qui est en fin de compte un VUS électrique. Qui est un VUS. En fait, moi, j'ai eu l'occasion d'essayer le groupe électrogène en Norvège, mais dans un mulet, c'est-à-dire que c'était un châssis de CX-30. On aura compris pourquoi c'est un châssis de CX-30. C'est au millimètre près un véhicule qui a le même format. Donc, un peu plus petit qu'un CX-5, mais un peu plus gros qu'un CX-3. Là. Ouais. Ça, c'est le MX-30. Est-ce qu'il y a plus que 200 km d'autonomie? Est-ce que c'est vraiment un comprimé? C'est 200 km d'autonomie, mais on nous a dit du côté de Mazda qu'il va y avoir un prolongateur d'autonomie qui va prendre la forme d'un moteur rotatif. Donc, petit moteur rotatif, mais qui ne sera pas disponible au moment du lancement du véhicule, qui est l'automne prochain. Okay. Le modèle va venir au Canada à 92 %. Écoutez, si on a invité des journalistes canadiens pour aller voir le modèle là-bas, ça tombe sous le sens, puis qu'on ne l'amène pas au Canada, ça sera un peu illogique. Mais ça va venir ici. C'est une batterie de 35,5 kWh. On l'a voulu pas trop grosse pour 2 raisons. Pour en faire un véhicule maniable, il y a moins de poids, donc ça fait un véhicule plus léger. Et aussi parce qu'on nous a expliqué de long en large toute je dirais, l'origine des débuts où on va creuser les minéraux pour fabriquer la pile jusqu'à l'après-vie du véhicule. Et plus une batterie est grosse, et là, je prends les mots qu'on nous a donnés chez Mazda, plus la batterie est importante, plus le coût en CO2 est important. Si on fait une batterie un peu plus petite sur la durée de vie, on fait un véhicule qui est plus écologique. Bon, c'est un raisonnement qui en vaut d'autres. Ça suit un peu la logique de Mazda sur on y va dans l'efficacité. Exact. Avec le Skyactiv, c'est le même principe, mais ce véhicule-là est intéressant. La conduite est plaisante. Nous, ce qu'on a conduit là-bas, la seule chose, c'est qu'à plus de 100 km/h, là, on arrive, on sent les limites du véhicule. Il manque un peu de puissance à haut régime, mais les 200 km vont-ils suffire? Avec le prolongateur d'autonomie, oui. Sans prolongateur d'autonomie, pas certain. Mais cela dit, il est beau et le groupe électrogène qu'on a essayé, lui, allait très bien. Il va falloir voir aussi parce que le prix va déterminer le succès de la performance. Effectivement. À suivre. Parlant de... C'est drôle parce qu'on parlait de Roadster, justement. Mazda en a profité pour vous présenter quelque chose qui va plaire aux amateurs de belles voitures, parce que la Miata, je pense, c'est pas déjà le cas, ça va être un classique éventuellement, c'est certain.
un programme de restauration des Miata. En fait, le programme existe depuis décembre 2017. D'accord. Ça a commencé au Japon et c'est encore limité au Japon au moment où on se parle. Monsieur Yamamoto, qui est le père de la MX-5, en fait de la Miata, c'est lui-même qui est venu nous présenter le programme. Et ce qu'on fait, c'est pas compliqué. On prend là, c'est les modèles NA. Donc, les NA, c'est la première génération des Miata. Donc, 89 et quelques années plus tard. Et on les restaure, mais vraiment, là, au complet, là. Il y a un choix, c'est un menu. On choisit A, B, C, D, E, ou A, ou AB, ou ABC. Il y a une combinaison. Okay. Ça commence la restauration à 2,5 millions de yens. Là, les gens vont dire « Ah! » Non, c'est 24 000 grosso modo. En fait, on refait le tour du véhicule, on change ce qui a été changé, mais on ne refait pas le véhicule au complet. Si quelqu'un décide de dire « Moi, écoutez, vous me refaites ça en neuf », c'est 4,85 millions de yens, ou à peu près 50 000 $. Une voiture neuve, finalement, ouais. C'est même plus cher qu'une voiture neuve. Mais neuve. Mais on défait tout, là. On défait les panneaux, on enlève la peinture, on remet tout le modèle au métal et on respecte à la lettre tout ce qu'était le véhicule au moment de la construction. On a même été consulter les gens de Bridgestone qui refont les pneus d'origine qu'il y avait sur le véhicule à l'époque, avec des matériaux plus modernes. Et on ne fait pas de compromis. Hein? Les Japonais sont des gens d'ordre, de minutie. Si votre voiture n'avait pas d'air climatisé quand vous l'avez acheté, vous n'installeront pas une. C'est fini, vous n'aurez pas. Par contre, on va se permettre un petit peu de flexibilité. Si vous aviez, par exemple, une voiture rouge et que dans les couleurs d'origine, il existe un jaune, ils vont vous la mettre jaune. Mais ils ne la mettront pas rose. Ouais. Donc, puis on a eu l'occasion d'en rouler deux. Parce que les deux premières, Mazda les a fait pour eux pour un peu tester le système. Et c'est tous des anciens travailleurs de l'usine, des anciens ingénieurs qui sont sur l'équipe de restauration. Puis c'est du travail d'orfèvre. C'est du neuf avec du vieux, là. C'est du neuf avec du vieux, absolument. Et ça va extrêmement bien. On va changer un peu de registre. Oui! Avec un dune buggy électrique, ta turbine. Oui. Moi, j'ai essayé de comprendre ça m'a pris du temps. Puis là, il s'appelle en plus le Mi-Tech. Et ça, c'est Mitsubishi qui a présenté ce concept-là. Est-ce qu'on parlait de concept éclaté? Ça, c'en est un. Oui. Là, ça ne verra jamais le jour. Voilà. Qu'on s'entende bien. En fait, on nous avait dit il y a 2 ans, parce que j'étais à Tokyo il y a 2 ans avec Mitsubishi, et ce qu'on nous a dit, c'est qu'on veut conserver l'ADN du véhicule, mais dans des concepts, des idées nouvelles qui vont donner un côté sport, comme Mitsubishi a déjà eu, mais orienté vers des véhicules utilitaires. C'est un peu ça qu'on a. Un nom Dune Buggy Sport, pas de porte, pas de toit, qui a 4 roues motrices, parce que là, on a des moteurs roues. C'est vraiment des moteurs roues électriques. C'est une belle réflexion à avoir. Ça, c'est une belle innovation. Et au lieu de mettre un moteur ordinaire, c'est-à-dire pour alimenter, on a mis une turbine pour 2 raisons. D'abord, une turbine, c'est beaucoup plus silencieux au niveau de son fonctionnement et ça peut fonctionner avec n'importe quel carburant. On peut mettre du gaz naturel, on peut mettre de l'hydrogène, on peut mettre de l'essence, on peut mettre du kérosène. Quasiment de l'huile végétale. Donc, c'était l'idée derrière de dire, dépendamment où le véhicule pourrait se vendre à travers le monde, on pourra simplement mettre ce qu'on a sous la main comme carburant pour alimenter les turbines. Et ça donne ça. J'ai bien hâte de voir sérieusement. Écoute, visuellement, c'est c'est très moderne en dedans. Tu as un gros écran d'affichage. Tout se fait au niveau tactile, la gestuelle, parce que c'est beaucoup là qu'on s'en va là, du côté des constructeurs. Oui, définitivement. Il y a vraiment virage électrique, virage VUS aussi à Tokyo, ce qui est quand même pas rien avec... Oui. Ça, est-ce que c'est le grand frère de la Leaf, mettons? Est-ce qu'on peut dire ça? Je dirais que c'est oui ou c'est une version Murano électrique. Aussi, ben oui, le Ariya, qui est un véhicule qui a été présenté et le designer de Nissan qui était sur place nous disait que ce véhicule-là est à 90% prêt pour la production. D'ailleurs, quand on le regarde, on enlève les roues, on enlève peut-être les rétroviseurs des fois qui sont faits. On ajoute, mais on est très proche.
On veut introduire tranquillement du côté de Nissan la technologie e-Power qui roule déjà du côté du Japon. C'est la prochaine génération de véhicules hybrides branchables. Okay. On veut aussi continuer dans l'électrique. On ne nous a pas donné de détails, point de vue autonomie, tout ça. Par contre, ce qu'on nous a dit, c'est qu'il y a des moteurs électriques à l'avant, à l'arrière. Donc, c'est un véhicule qui est un 4 roues motrices. Okay. Donc, qui va amener Nissan, je dirais, dans la prochaine étape au niveau des véhicules électriques. Ouais. Évidemment, dans la mouvance des VUS, là, c'est assez clair. Bien, ils ont déjà, je veux dire, ils ont prouvé qu'ils sont capables de faire des voitures électriques. Là. Je pense qu'on n'a pas besoin de revenir là-dessus. La Leaf est pour la plus belle preuve, c'est clair. Ils ont un groupe de batteries, ou en tout cas une technologie pour de batterie qui est à point et qui demande justement d'être développée au niveau peut-être de la motorisation pour faire ça, un VUS. Exactement. Puis on a ajouté aussi qu'on allait pousser sur l'autonomie. Il va y avoir une nouvelle génération de leur système ProPilot. Bon, le ProPilot, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, la conduite autonome. Là, on va introduire cette année, en fait, pour 2020, le ProPilot 2. Okay. Bon, ce que ça va faire de plus, en fait, c'est qu'au lieu de simplement garder la direction du véhicule ou le garder entre les lignes, on va faire un peu comme on a vu chez d'autres constructeurs allemands. Si vous mettez le clignotant, le véhicule va changer de voie par lui-même, que ce soit à gauche, que ce soit à droite. Ouais. On va également pouvoir, même s'il y a 2 voies de libre, faire la même chose. Oh, wow. Et on va améliorer les fonctions d'autonomie au niveau de garder la distance avec les voitures de chaque côté, devant, ralentir. Puis on va même avoir un assistant virtuel dans le véhicule qui va pouvoir aider pour certaines fonctions. Donc, on avance tranquillement dans le degré d'autonomie qu'on retrouve. Oui, parce qu'ils ont mis la barre assez haut. Là, je pense que 2021, c'est l'année où ils doivent avoir ce qu'on appelle un niveau 4, là, quelque chose qui est relativement très, très autonome. Un niveau 4, là, le niveau 5, il n'y a plus de conducteur. Il n'y a plus de volant, en fait. Il n'y a plus de volant. Le niveau 4, là, on est assez avancé. Pour le moment, d'un point de vue fonctionnel, il n'y a pas de niveau 4 sur la route. On est au niveau 3 dans les meilleurs, là, effectivement. Oui, ça s'en vient. À suivre cette, cette effectivement. Histoire. Dans un tout autre registre, on va vers l'hydrogène et cette voiture qui a plus l'air d'une voiture sport de grand luxe que d'une Toyota Mirai. Et pourtant, c'est la prochaine génération de la Mirai. C'est l'autre Mirai. Et là, la Mirai qu'on a en ce moment, bon, évidemment, on n'en voit pas beaucoup de Mirai parce que c'est une utilisation uniquement commerciale qu'on a. On est vraiment en mode développement. Là. On est en mode développement et en fait, on a un endroit à l'Université du Québec à Trois-Rivières où on peut mettre de l'hydrogène. Voilà. Il y a une station qui va être ouverte à Québec en principe d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Une à Montréal qui s'en vient pour l'an prochain probablement. Mais la prochaine Mirai qu'on a présentée à Tokyo n'a pas du tout l'air de la Mirai qu'on connaît là. Voiture beaucoup plus grande. En fait, on dit 15 % plus volumineuse que le modèle qu'elle remplace. On veut en faire une voiture plus grand public, plus luxueuse. Et on pousse beaucoup du côté de Toyota sur l'hydrogène. Oui. Et Toyota investit même dans des stations d'approvisionnement en hydrogène. En fait, un peu sur le principe que Tesla a pris quand on a instauré les véhicules électriques en disant non, nous, on va faire un réseau de charge, il y a des infrastructures à développer. Et je sais du côté de Toyota qu'on approche plusieurs grandes pétrolières pour installer des stations d'hydrogène à même les stations à essence pour ne pas dédoubler ou avoir en double, en triple et en quadruple des stations de charge. Donc, on travaille là-dessus. Pour bien des gens, c'est encore une curiosité, mais je ne crois pas qu'il faut mettre de côté la filière à hydrogène parce que c'est aussi une forme de travailler avec des véhicules zéro émission. D'ailleurs, je fais une parenthèse, les gens de Mazda ont pris la peine de nous dire que le petit moteur rotatif qui servirait de prolongateur d'autonomie pour le modèle MX-30 pourrait fonctionner à l'hydrogène. Donc, tu aurais un véhicule zéro émission même avec la génératrice. Oui, on n'a juste pas réglé la question de la production de l'hydrogène qui est en ce moment par les énergies fossiles, donc gaz naturel, hydrocarbures, tout le kit. Mais Air Liquide est à Bécancour avec un projet assez ambitieux d'électrolyse
qui pourraient... c'est sûr que... Ils pourraient partir une flotte de taxis à hydrogène à Montréal, par exemple, et ça serait viable et faisable, ça serait 100% propre. Et là, on n'est pas rendu là, mais... On n'est pas rendu là, et la beauté qu'on a au Québec, c'est qu'on a une énergie propre. Donc, on peut prendre l'électrolyse et quand même arriver à une équation intéressante. Puis Mazda a même réfléchi à ça dans la production de ses véhicules, parce qu'ils disent que dans les pays, par exemple, où on produit une énergie propre, on pourrait vendre un véhicule 100% électrique. Dans le cas où la production est une énergie moins propre, on va plus tendance à aller vers les hybrides pour essayer d'avoir une équation neutre le plus possible. Exactement. Ça va être le fun à suivre. La filière hydrogène Exactement. Ça fait 20 ans au moins qu'on en parle. Puis là, on sent qu'il se passe de quoi de vraiment plus concret qu'avant. À suivre. Lexus, qui ne manque pas d'audace en termes de design, a poussé la note un peu plus loin encore. Oui, ça, je pense qu'on pourrait appeler ça le véhicule le plus éclaté du salon de l'auto, qui était en fait le LF30. Ouais. LF pour Lexus Future. Ah bon? Ah ben ça va. C'est assez clair. C'est simple, ben oui. Puis 30, ben pour les 30 ans de la marque, parce que Lexus a commencé en 1989. En fait, ne vous en faites pas, on ne verra jamais ce véhicule-là sur la route. Mais on est parti des principes connus de Lexus et on a poussé à l'extrême. Si on regarde la calandre, là, le sablier est rendu un sablier à la puissance 12. Là, on le reconnaît à peine. Mais c'est un véhicule qui a quand même... il y a une batterie de 110 kWh. Donc, qu'on dit batterie solide, qui fait 550 chevaux, 516 livres-pieds de couple. Donc, on a un véhicule extrêmement puissant. On annonce, selon les mesures WTLP, les mesures européennes, le calcul qui est toujours un peu optimiste, là, 500 km, ça veut dire qu'on aurait autour de... quelque chose. Mettons 400, là. 400, 425. Et on dit qu'un 0-100, ça se fait en 3,8 là-dedans. Là. Donc, c'est un véhicule qui a été étudié. Il y a deux bonnes choses, par contre, qu'on va voir, c'est-à-dire que la plateforme de ce véhicule-là va être utilisée par Toyota à partir de 2022 pour ces véhicules électriques. Donc, la plateforme de ce véhicule-là est une plateforme qui va être utilisée et on est en train de développer chez Toyota, via les ingénieurs et les responsables de la technologie, de la recharge par induction. Ah oui, ça, c'est l'élément qui pourrait manquer. Ça, c'est intéressant parce que pour bien des gens, puis toi comme moi, Alain, on a souvent des questions là-dessus. Oui, c'est le fun, mais je reste dans un 3e étage d'un appartement à Montréal et je n'ai aucun accès à une prise électrique à part la cuisine. Je fais quoi? Bon, bien, les recharges par induction, ça peut être une réponse à ça. Et Toyota travaille et disent que ce prototype-là pourrait se charger à la fois sur une borne, mais aussi sur une plaque par induction. Parce que un peu comme on recharge nos téléphones cellulaires. Ça veut dire qu'on trouve aussi dans la cuisine, parce qu'il y a des plaques Qu'on induction. trouve, ben oui, qu'on trouve aussi dans la cuisine. Mais il y a une technologie qui s'en vient de chargement où ça pourrait prendre la forme d'un espace de stationnement. On se place là. On a une prise sur le véhicule. Il y en a une dans l'asphalte et boum! Ça part. Et on charge. Ouais, la plupart, il y a plusieurs constructeurs qui ont une technologie comme ça, mais on est encore au stade du prototypage. Exact. Il y a une perte d'énergie, parce que c'est pas un lien direct. Donc, dans l'espace entre les deux connecteurs, il y a une perte d'énergie. Exactement. Il y a même des autorités comme la Californie qui travaillent sur des autoroutes à induction où on recharge en roulant. Là aussi, évidemment, mais c'est bon de voir que la technologie est en marche. C'est un sacré salon, c'est un gros salon. C'était un bon salon dans la mesure où il n'y avait pas beaucoup de choses de présenter, mais dans les choses qu'on avait, c'était pertinent. Les Japonais travaillent beaucoup sur la technologie et on a été capable de montrer où on en est rendu. Puis dans certains cas, comme Mazda, pour dire, bon, ben on est là, ce modèle-là, automne 2020, ça va être sur la route, ça va être commercialisé. Puis je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. Il y a une volonté. Oui, bien, c'est long, l'industrie automobile, c'est long à faire le virage. Parce qu'on dit toujours, hey, on parle d'électrique depuis 10 ans. Mais là, on sent un virage. On est à l'apex. On est dedans, mais l'automobile, c'est de l'étapisme. On ne peut pas procéder rapidement en automobile parce que l'automobile, c'est d'abord une industrie qui doit être capable de faire de l'argent. En ce moment, même avec toute la bonne volonté des constructeurs qui ont des modèles électriques sur la route, on ne fait pas encore d'argent avec les véhicules électriques. On les vend à perte au moment où on se parle.
Donc, c'est pour ça que les gens sont un peu frustrés des fois de dire « Ah, je vais chez tel concessionnaire, il n'y en a pas. » Ils en tiennent peu, mais c'est volontaire parce que si on en a trop, on va perdre trop d'argent, ils s'accordent des budgets. Ouais. On travaille sur des technologies, on améliore les technologies et on va finir par avoir des modèles qui vont être payants. C'est un casse-tête parce qu'il y a de la distribution aussi, les concessionnaires, toute la chaîne va être transformée. C'est vrai que ça va être compliqué et ça va être long. Mais bon, les salons, en tout cas, si on suit au salon, ça pointe vers un virage qui s'en vient. Puis du côté de Tokyo, il y en avait beaucoup, effectivement. Ouais. On va suivre ça. Le prochain salon, c'est Los Angeles. Los Angeles, qui est dans 2 semaines. Qui va aussi être électrifiant, qui va être puis tu as le Automobility, qui est toujours en marge du salon. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des concours d'étudiants, des formes de véhicules à zéro émission qui sont mis sur pied par des groupes d'étudiants. Ouais. Donc, on sera là. Bien, je pense qu'on va se faire le balado en direct de Los Angeles. On pourra même le faire en direct. Ça va être pas mal de fun, ça, ouais. Avec le décalage, on ne sait pas ça va être quand, mais on vous tiendra au courant. On va essayer de vous arranger ça à l'heure raisonnable. Effectivement. Parlant de visiter des choses et d'essayer des affaires, j'étais il y a quelques semaines, 3 semaines peut-être, au lancement de l'édition 2020 de la Chevrolet Bolt. Oui. On l'a fait, on a le test détaillé et précis dans l'annuel automobile 2020. Exact. Qu'on a écrit avant, mais qui finalement est fidèle parce que la voiture essentiellement n'a pas changé, sinon qu'ils ont rajouté, ils ont amélioré l'efficacité de la batterie. Ils ont rajouté à peu près 10 d'autonomie, ce qui fait... On dépasse le 420 km par exemple. Okay. Si on a conduit dans les meilleures conditions. À 383, là, ce qui était l'autonomie initiale. Exact. On n'a pas grossi la batterie, on a changé les matériaux dedans. En tout cas, c'est une longue histoire, mais bref, cette voiture-là, on en reparlera dans une autre occasion. Mais au moment d'être sur place, de présenter la voiture, il y avait une Bolt dans le garage avec des pneus Michelin assez particuliers, qui s'appelle Optis. C'est pas un pneu qui est mis en marché actuellement, mais je vais vous le montrer parce que visuellement, c'est quelque chose à voir. Ce sont les fameux pneus increvables. Voilà, vous voyez, ça a l'air de ça. En fait, un pneu qui est un pneu sans air. Exactement. Littéralement. Oui, tout à fait. Il n'y a pas, évidemment, il n'y a pas de tube, il n'y a pas d'espace pour mettre de l'air, parce que vous voyez, il y a un paquet de petits rayons de composants qui mêlent. Et là, ils m'ont expliqué la recette. C'est un matériau, évidemment, qui combine du caoutchouc, de la silice, un paquet d'affaires. Qui est assez rigide, en fait, et qui, vous voyez, si vous regardez attentivement vers le bas du pneu, vous voyez que le poids du véhicule, quand même, le fait déformer un brin. Donc, qui a un comportement comme un pneu normal, finalement, mais qui n'a pas d'air, donc qui est increvable. Et puis, ce qui est intéressant, c'est comme cette présentation-là a eu lieu à la fin octobre environ. Non, ça, c'est maintenant. Il a eu lieu début octobre, fin septembre. Okay. Il commençait à faire frais. Alors, on se disait, coudonc, ça doit... Pour l'hiver, là, on parle de pneus d'hiver bientôt. Ah, oui. Est-ce qu'on l'a essayé? Puis là, il dit oui, on a fait des tests. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on a parlé de cette technologie-là depuis plusieurs années, là, sous forme concept, avec un petit sourire en coin, en disant, ben oui, regardez-les arriver avec ça. Et là, ils ont la volonté de commercialiser ça en 2024. Et en plus, ils ont fait des tests des conditions de chaleur et de froid extrêmes. C'est-à-dire qu'ils ont pris un pneu comme ça, ils l'ont coulé dans la neige, qu'ils ont fait durcir pour que ça donne de la glace. Et ils ont réussi à en sortir sans aucun problème. OK. Il y a, évidemment, comme ce sont des petits rayons souples, relativement souples, c'est-à-dire que c'est pas mou, mais quand même assez flexible, ça permet de dégager la glace facilement. Puis on a retravaillé, parce que c'est pas la première génération de pneus comme ça qu'on présente. Là. Non, c'est ça exactement. On a retravaillé. Puis là, c'est ce qu'on avait avant, le plus récent prototype de ça, c'était plus pour des véhicules, pas dire commerciaux, mais des trucs, tu sais... hors norme, là, un véhicule qui joue dans le bois ou qui fait du hors-piste. Prototype, oui, exactement, concept, des trucs moins apparents. Mais là, on cherche à mettre ça comme pneu d'origine sur des voitures là, qui roulent, là, des voitures de tous les jours. Exactement. Là, il y avait ça sur la Bolt. Le problème est un peu banal, mais c'est illégal d'avoir une voiture qui a ça qui est équipée de ces pneus-là. C'est pas approuvé. Sauf genre en Caroline du Nord, où vit le responsable de Michelin qui développe la technologie. Oui, c'est vrai, ils sont là d'ailleurs. Puis lui, il y a quelque chose comme... il y a des dizaines de milliers de kilomètres sous la ceinture là, avec cette technologie-là. Donc, il pouvait dire, premièrement, il est encore en vie, donc ça fonctionne. Je veux dire, on a une preuve qu'il s'en est sorti. Il dit que ça se comporte, c'est un petit peu plus raide qu'un pneu normal, mais c'est pas nécessairement mou ou dangereux dans le sens où il n'y a pas de flanc. Ça ne veut pas dire que le pneu est nécessairement ballotte ou va affecter le comportement négativement par rapport à ça. Ils n'ont peut-être pas un gros hiver là-bas, mais ils ont aussi essayé des tests de chaleur où ils ont enfoncé la roue dans de la boue qu'ils ont fait durcir un peu comme de l'argile, par exemple. Ça fait une espèce de grosse galette bien dure. Et là encore, on en sortait sans problème. Donc, pour l'usage 4 saisons, ça a l'air assez convaincant. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'il y a un petit côté écolo parce que la semelle, une fois que la semelle s'use, elle peut être refaite, rebâtie, reconstruite. À même le. Comme les pneus de réchappement qu'on fait, c'est le même principe. Exactement. Mais là, est-ce que Michelin a annoncé un prix
pour une chose comme ça? Ils n'ont pas annoncé le prix encore, mais ils visent quelque chose qui est... En fait, c'est que la durée de vie peut être étirée un peu. Fait que ce qu'ils espèrent, c'est que sur un cycle de vie normal, ça vienne au même prix que d'acheter des pneus. OK. Pas nécessairement les plus abordables, là, mais des pneus qui sont peut-être un peu plus ça serait, disons, concurrentiel. Ce serait à suivre le développement de cette technologie-là. Parce que c'est, en tout cas, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, et puis c'est vraiment ça, c'est que pour une première fois, il était sur une voiture qui pouvait se déplacer. Donc, c'est un petit peu plus que le concept classique du « on vous présente quelque chose, finalement, on vous vend complètement d'autres choses ». Là, on s'en va vers quelque chose qui est assez prometteur en termes de technologie concrète. Écoute, si ça peut réduire l'usage de caoutchouc, les pneus ont des enjeux par rapport à ça aussi. Il y a toute la question de la rareté des matériaux et du prix des matériaux. Puis tout ce que ça coûte faire un pneu, tout ce que ça en pollution, en récupération. Si tu parles d'une bande de roulement, ça fait pas mal moins de matériel, en espérant que tu vas garder la roue, le principe de la roue, tu puisses le garder longtemps. On va voir, on va suivre ça. Ce que vous pouvez voir, par exemple, c'est que là, le pneu est intégré à la jante, ou en tout cas l'inverse, la jante est intégrée au pneu. Ce qui fait que si éventuellement ils commercialisent ça, il faut qu'ils vendent tout l'ensemble d'un bloc. Exact. Fait que ça va changer vraiment ça aussi. Ça va être un défi de convaincre toute la chaîne de distribution des pneus jusqu'aux commerçants que c'est peut-être plus le fun de vendre ça tout d'un bloc comme ça que de vendre des jantes séparément d'un pneu et tout le kit. Fait que ça, c'est un autre genre de défi, mais on va éventuellement en reparler parce qu'on a encore 5 ans pour voir ça arriver. Fait qu'on aura l'occasion d'en reparler. Parfait. Dans un autre registre, encore une fois... Ah oui, notre essai de la semaine! On est ici pour vous parler d'une voiture qui n'est pas celle dans laquelle on est assis parce que justement, il n'y a pas de place, il n'y a pas de banquette. C'est vraiment une petite voiture sport. Je ne veux pas dire petite dans le sens de vraiment compact, là, mais plus axée sur la conduite. 2 places, un volant, vraiment la deuxième place, même là, un peu superficielle. Mais l'idée, c'est de faire une voiture sport qui rappelle la marque, ou en tout cas le modèle qui était à une autre époque prisé de bien des amateurs de voitures de performance, la Supra, qui ne rajeunit pas personne, parce que c'est une voiture qui était très, très, très prisée. Et là, je dis, on parle des années 90. Je l'ai conduit, moi, en voiture de presse. Ça commence à faire longtemps. Moi, je l'ai vu, tu vois, de gens qui l'avaient modifié tout le kit. Oui, non, moi, j'avais conduit une rouge. C'est complètement autre chose. 94. C'est une voiture qui a été développée, qui a été présentée sous des concepts qui a fait l'objet de rumeurs depuis des années et qui finalement a été mise en marché cette année comme modèle 2020. Je ne sais pas si c'était... J'imagine que oui, c'était présenté comme un partenariat avec BMW. Oui, absolument, absolument. En fait, on n'en a pas parlé au début, sauf que quelque part durant le procédé, parce que BMW refaisait la Z4, et on le sait, les produits de niche, les produits comme les voitures sport, ne sont pas très générateurs de profit. On fait souvent ça pour l'image de la marque. Et on n'en retire que très peu de dollars. Donc, on a préféré s'associer. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, Toyota voulait respecter l'origine de la Supra qui a toujours eu un 6-cylindres en ligne. Au moment où on se parle, en 2020, Toyota ne fait plus de 6-cylindres en ligne. On fait encore des V6, mais pas de 6 en ligne. Et évidemment, une compagnie qui a toujours été reconnue pour ses 6-cylindres en ligne, c'est BMW. Alors, on s'est associé à BMW. Donc, le 6-cylindres en ligne qu'il y a dans la Supra et la Z4, c'est un moteur 6-cylindres en ligne turbo qui fait 3 litres. Il est là. Ironiquement, on parle de 335 chevaux du côté de Toyota, alors qu'on parle de 382 chevaux du côté de BMW. Bien des gens disent que dans des essais qui ont été faits, plus souvent qu'autrement, la Toyota a le dessus. Bon, évidemment, il faudrait examiner plusieurs détails. La Z4 est un peu plus lourde. Est-ce que ça joue dans l'équation? Mais on a séparé aussi au niveau du châssis, au niveau de la transmission. Et tu l'as... Moi, je l'ai la semaine prochaine. Je ne l'ai pas eu encore, mais l'intérieur est plus proche d'une BMW que d'une Toyota. Oui, bien, c'est tout le groupe multimédia et c'est le système iDrive de BMW. Donc, c'est super apparent que ça vient d'une autre marque. Ce qui est un peu banal parce que, bon, au niveau de la voiture, évidemment, c'est une voiture qui a une sacrée gueule de l'extérieur et je l'ai eu sérieusement là 1 heure ou 2 max, le temps de me rendre jusqu'ici finalement. Puis 2 personnes m'ont arrêté, ont pris des photos de la voiture. Ah oui, l'intérêt est là, puis elle est très jolie. Elle est très jolie de l'extérieur, elle est correcte en dedans aussi, mais c'est juste que quand on achète une voiture à 67 000 $, et ça c'est le prix de détail minimal, l'expérience à l'intérieur devient quand même assez importante. Et de l'intérieur, on a vraiment l'impression d'avoir une BMW
qui s'est juste trompé de badge. Là, parce qu'on a mis le logo Toyota sur le volant, mais tout le reste fait très allemand, très BMW. Et ça, c'est un petit peu dommage. Quand on essaie des voitures, souvent, c'est ça qui arrive, c'est qu'on le reconnaît facilement. Si on n'a jamais essayé une BMW dans notre vie, c'est probablement pas un gros détail. Mais on aurait aimé quelque chose de plus typique. Tu es en train de me dire que les gens de BMW ne seront pas dépaysés. Ils vont embarquer dans la voiture, puis c'est comme s'ils venaient de passer d'une série 3 à peut-être un Z4 Roadster ou quelque chose comme ça. Il n'y a vraiment pas de différence. Sinon, la voiture, bon là, évidemment, les conditions pour l'essayer sont peut-être pas optimales parce qu'il fait froid et il pleut. Mais c'est une voiture qui a, malgré le nombre de chevaux moins élevé qu'une BMW, a beaucoup de puissance et survire, dérape, tout le kit très facilement. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une boîte automatique à 8 vitesses, qui est la seule option pour pas de manuel. La puissance. Donc, pas de manuel, ce qui serait... C'est toujours un peu le fun, quand on pense au sport, de dire, on fait un petit peu d'effort justement physique. Mais là, il n'y a rien à faire, juste à conduire la voiture. C'est une belle boîte, elle se comporte très bien. Un petit peu plus nerveuse que ce qu'on imaginerait avec le 6 en ligne de BMW. Donc, quelque chose d'assez bien réglé. Bon, j'ai pas eu l'occasion de le tester vraiment tant que ça, mais la suspension a l'air assez... pas si sévère que ça sur la route. Donc, quelque chose qui est quand même assez sportif, mais qui va pardonner. Le niveau de confort est bon. Oui, malgré tout. Malgré qu'il n'y a pas de place bien dans la voiture. Mais pour l'effet, je ne sais pas si ça va avoir un effet sur la marque Toyota. Ça va dire, wow, vraiment une voiture sport pour le reste de la marque. Je ne sais pas si ça va attirer beaucoup d'acheteurs. C'est sûr que ça va ramener une aura que Toyota avait peut-être perdue à ce niveau-là, parce que bon, il y a la Toyota 86, mais on s'entend que c'est une petite voiture sport sympathique, mais la Supra, c'est un autre registre, on est ailleurs. La Supra, c'est un symbole du côté de chez Toyota. Fait que moi, on en pourra en glisser un mot dans notre prochain podcast, parce que je l'aurai roulé à ce moment-là. Tu me donneras tes impressions sur l'habitacle. On prendra le temps de regarder ça. On va revenir aussi sur le Telluride, que moi aussi, là, je viens tout juste d'aller chercher aujourd'hui. Ouais. Mais première impression est bonne, il y a beaucoup d'espace. C'est extrêmement silencieux. On est confortable, il n'y a pas rien à dire là-dessus. Absolument. Un truc que je vais dire, juste pour finir sur la Supra, parce que j'ai mis une image de l'habitacle, il y a quelque chose d'assez intéressant, et c'est pas banal, mais en fait, ça dépend de votre âge et d'un paquet de raisons, mais il y a, dans le système de BMW et de Mini aussi, le CarPlay, qui est l'interface du iPhone projetée sur l'écran de la voiture, du tableau de bord. Il y a le CarPlay sans fil. Donc, on jumelle son téléphone par Bluetooth et automatiquement se crée la connexion pour avoir CarPlay sur le tableau de bord, ce qui permet de conduire en ayant l'information de son téléphone, la navigation, la musique, ces choses-là. Ce qui rend la chose encore plus facile. C'est pas mal facile dans ce contexte-là de laisser le téléphone dans le vide-poche. Oui. Parce qu'évidemment, c'est un problème. Il y a beaucoup de gens qui, malgré toutes les restrictions qu'on peut imposer, continuent de consulter des fois le téléphone du coin de l'œil. Et c'est la seule... Il n'y a pas d'autres systèmes qui font ça dans le marché et je ne comprends pas pourquoi, parce que cette capacité-là de pouvoir le projeter sans avoir à le brancher dans son téléphone, c'est un petit détail qui fait toute la différence pour ces systèmes-là. Donc, ça, c'est un plus parce qu'il l'a dans la Supra. C'est plus simple. Bravo d'avoir pensé à ça. On aime ça quand c'est plus simple. C'est toujours ça l'affaire. Il faut que ce soit simple, il faut que ça reste simple. Et si la Supra a l'air très compliquée de plein de façons, là-dessus, ça, c'est réussi, c'est hyper simple. Donc, c'est un petit détail d'ergonomie banal qui fait une belle différence. Maintenant, pour conclure sur la Supra, est-ce que cette voiture-là, 67 000 $ et plus, peut se démarquer en termes de vente vraiment? Ça, moi, je ne suis pas certain. Ça va rester de la niche. Voilà. C'est clair, ça va rester de la niche. C'est probablement pour ça que Toyota et BMW se sont associés. Parce que tant comme un que pour l'autre, ça sera des voitures qui n'apporteront pas nécessairement de revenus intéressants, mais qui vont être une façon de reconnaître la marque et de peut-être se donner un certain lustre au niveau, des gens. Un redesign d'une Camry inspirée de la Supra pour aller chercher cette espèce d'aura de voiture sport. Ça pourrait être un bon sujet, bon point. Puis pour terminer aujourd'hui, pour nouvelle de dernière minute, 2 modèles Ford qui vont disparaître. Oui, en fait, on tue une mauvaise nouvelle. Ben oui, Ford mauvaise nouvelle, Lincoln MKT et Ford Flex. Bon, c'est pas, on ne tombera pas à terre, là. Les ventes étaient plafonnées depuis des années. En fait, la Flex, on ne l'a pas changé depuis plusieurs années. Puis la MKT, la seule utilité qui restait à ce véhicule-là, c'était les limousines.
les taxis d'aéroport. Ouais. Et on va fermer. Donc, il y a 450 emplois qui vont prendre le bord du côté de l'usine d'Oakville parce qu'ils sont fabriqués chez nous. Là, évidemment, on va présenter, puis ça aussi, on va vous en parler, le fameux utilitaire inspiré du Mustang. Oui. On présente ça à Los Angeles, donc d'ici 2 semaines. Et c'est fort probablement ce modèle-là qui va aller remplacer le Flex. Ouais. Est-ce qu'on va faire une version Lincoln avec ça? À suivre, oui, effectivement. À suivre, ça va être intéressant. On va en entendre parler beaucoup parce que déjà, ils ont une porte-parole québécoise pour ce véhicule-là. Oui, c'est vrai. Qui est Annie Soleil Proto, qu'on connaît bien, que je salue en passant, c'est une regarde. Donc, ça va être un gros push ça, pour Ford. Peut-être, je ne sais pas si ça va effacer les mauvaises nouvelles qui s'empilent quand même dans le cas de Ford depuis quelques mois. C'est parce que là, ça fait au-dessus d'1 an, on a commencé en avril 2018 à nous dire, bon, on enlève tranquillement les voitures du marché pour faire place aux camions, mais là, c'est parce qu'on enlève des affaires depuis 2018. On fait le ménage. Et on rajoute pas grand-chose. Rien qui se passe. Fait que les travailleurs sont nerveux, les ventes ont baissé. Il faut dire que 2019 ne sera pas une grande année de vente automobile, tant au Canada qu'aux États-Unis. Mais là, on va avoir le pouls du côté de Los Angeles parce que là, à ne pas oublier, Détroit ne revient pas en janvier. Détroit est en juin de l'année prochaine. Ça, oui. Donc, plusieurs constructeurs vont profiter de Los Angeles pour faire leurs annonces de début d'année à la fin de l'autre année. Donc, on va vous donner rendez-vous en direct probablement le 18 ou le 19 novembre parce que c'est... oui, novembre. Seigneur, novembre déjà. On va se voir avant ça, mais on va être en direct du Salon de Los Angeles pour vous donner une nouvelle de là. Fait que merci d'avoir été avec nous. Puis, merci Benoît. On se donne un rendez-vous bientôt. On vous en reparle. On s'en fait une autre la semaine prochaine. Je vous rappelle, si vous voulez, on a ceci va être sur une chaîne YouTube qu'on va pouvoir publiciser en lien avec l'annuel de l'automobile pour l'automobile en balado. On vous invite à vous abonner et évidemment, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur les médias sociaux, mais on vous revient, on vous communique la suite pour une autre balado, probablement la semaine prochaine. Absolument. Avec véhicule surprise, je ne sais pas encore ce qu'on va essayer. On va travailler là-dessus, on va vous annoncer ça sur nos réseaux sociaux. Super, merci Benoît. Salut. À la prochaine, bye bye tout le monde.